Ce 28 octobre 2023, à moins de 2 mois de la présidentielle prévue en décembre 2023, le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi, fait des révélations publiques en lien avec l'organisation des Jeux de la francophonie, clôturés en août de la même année. D'après le ministre, l'événement aurait coûté près de 7 fois plus cher que prévu. Ainsi, d'un budget initial de 48 millions de dollars, les dépenses ont éclaté le plafond pour atteindre 324 millions de dollars. Pour soutenir ces dires, le ministre rentre dans les détails. Par exemple, de 12 millions de dollars pour les opérations, on est arrivé à 78 millions. De 36 millions pour les investissements, on est arrivé à 246 millions, d'après le ministre des Finances. Il n'est pas normal que la partie opération gonfle à ce point. Et le problème que nous avons eu, je me permets de le dire, c'est que le directeur national des Jeux, de son propre chef, a décidé d'augmenter des rubriques et des budgets sans l'aval même du comité de pilotage. Sur le coup, le ministre accuse le directeur du comité national des Jeux. Sauf que ce dernier conteste les chiffres du ministre et rejette la responsabilité sur le gouvernement. Pour lui, le budget des Jeux de la francophonie était plutôt de 70 millions de dollars et aucun dépassement n'a été observé. C'est plutôt du côté du gouvernement qu'il faudrait regarder. On ne réinvente pas la roue. Dans l'organisation des Jeux de la francophonie, les rubriques sont connues. C'est les transports, c'est l'hébergement, c'est la restauration, c'est la santé, c'est la sécurité, les bénévolats. Et tout cela, c'est très clair. Et dans chaque rubrique, il y a un montant qui est indiqué. De ce jeu de ping-pong, il en ressort au moins une certitude. Il y a eu un énorme scandale financier autour des Jeux de la francophonie. Une affaire de plus qui rappelle la pléthore de scandales financiers impliquant des proches du président de la République. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu ce mardi 28 juin dans son bureau de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, Vital Kamerhe, son ancien directeur de cabinet. La rencontre, qui était attendue depuis près d'une semaine, a finalement eu lieu dans la nuit de ce mardi. Décontracté et tout sourire, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accueille son hôte avec une chaude accolade. Comment ça va? Ça va bien, Excellence. Une émotion. En réalité, Vital Kamerhe est un poids lourd de la politique congolaise. Surtout, c'est un proche allié du président Félix Tshisekedi, dont il était encore 2 ans plus tôt, en 2020, le directeur de cabinet. Un poste qu'il quittera brutalement le 8 avril 2020 après une interpellation, suivie d'un placement en détention provisoire à la prison centrale de Kinshasa. Il est alors entendu dans le cadre de l'enquête dite des travaux des 100 jours. Il s'agit d'un énorme scandale financier lié à la gestion des fonds du programme d'urgence des 100 jours de Félix Tshisekedi, qui consistait à améliorer dans l'immédiat les conditions de vie des Congolais à travers des investissements dans les secteurs prioritaires. Ce programme comporte plusieurs volets, dont l'accès à l'électricité et à l'eau potable, et surtout de nombreux chantiers d'infrastructures pour un coût total de 497 millions de dollars. Pour piloter le projet, Félix Tshisekedi pose son choix sur son homme de confiance, à qui il doit en partie son accession à la présidence de la République. Cet homme est par ailleurs son directeur de cabinet, Vital Kamerhe. Rapidement, des lanceurs d'alerte font état d'un vaste réseau de corruption dans l'attribution et la réalisation des marchés de ce programme. Des soupçons qui se portent directement sur Vital Kamerhe, entendu en avril 2019 par le procureur de la République, qui estime avoir en sa possession assez d'éléments à charge pour placer en détention le directeur de cabinet du président de la République. Ce qui, naturellement, fait l'effet d'une bombe. Dans la foulée, le procureur général requiert contre lui 20 ans de travaux forcés pour détournement, 15 ans pour corruption, avec 10 ans d'interdiction de droit de vote et d'inéligibilité. Il demande également que l'accusé rembourse les sommes présumées détournées, ainsi que la saisie des sommes se trouvant dans le compte de Kamerhe, sa femme Amida Chatour et sa belle-fille Soraya Mpiana,
entre 2019 et 2020. Le 20 juin 2020, Vital Kamerhe est condamné à 20 ans de travaux forcés, 10 ans d'inéligibilité et d'interdiction d'accès aux fonctions publiques pour détournement, corruption aggravée et blanchiment d'argent par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. En appel, la peine est réduite à 13 ans de prison et le 6 décembre 2021, sur décision de la Cour de cassation, Vital Kamerhe est remis en liberté provisoire, puis définitivement acquitté. Ce qui est important de noter ici, c'est que la Cour de cassation motive sa décision sur l'argument que la Cour d'appel a violé les droits de la défense. En d'autres termes, la Cour de cassation fonde sa décision sur les éléments de forme, sans se prononcer sur le fond, notamment l'innocence de Vital Kamerhe qu'elle n'a jamais établie. Elle n'a également jamais affirmé que les preuves retenues contre Vital Kamerhe étaient fausses. Un jugement qui laisse planer plusieurs zones d'ombre dans cette affaire et qui pose beaucoup d'interrogations. Sur quelle base donc Vital Kamerhe a été écroué, jugé et condamné en instance, mais aussi en appel? On se demande également d'où venait le montant des détournements allégués, à savoir 50 millions de dollars. Dès lors, une autre question émerge. Est-ce qu'un vice de procédure judiciaire efface le crime ou le délit? Malgré toutes ces interrogations, Vital Kamerhe opère un retour en grâce spectaculaire à l'occasion du remaniement ministériel du 23 mars 2023 au prestigieux poste de vice-premier ministre en charge de l'économie. Une nomination qui intervient à seulement 7 mois de l'élection présidentielle prévue en 2023, alors que justement Vital Kamerhe contrôle une bonne partie de l'électorat dans l'est du pays. Pour l'opposition, il n'y a pas de doute, la libération de Vital Kamerhe est la résultante d'un deal et surtout la preuve de l'inféodation du pouvoir judiciaire par Félix Tshisekedi. Coïncidence ou pas, en août 2023, Vital Kamerhe annonce que son parti, l'Union pour la Nation congolaise, soutient la candidature du président Félix Tshisekedi lors de la prochaine présidentielle. Ce qui est par ailleurs un changement de l'accord conclu en 2018 entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, au terme duquel Kamerhe devait se présenter à l'élection présidentielle de 2023 avec le soutien de Tshisekedi. I'm special advisor for the president of Democratic Republic since 19. That means that normally, officially, I cannot be involved in this kind of project. So what I did, all my companies are run now by people that I have hired. I removed myself from the boards, but my children are still the shareholders. When I say I can be a shield, it's only because I think you did your homework and I think you know who I am from the president. So I'm a relative of him. I'm very close from him. I have financed his political campaign to become president. So I financed it. So I earn the money. I don't want to be paid to my shield. I like to earn my money. So if we do business together, I will take my how you say that, my percentage of the investment, and I will win money working. Vidi Chimanga. Comme Vital Kamerhe, c'est un proche de Félix Tshisekedi, son ami, l'un de ses hommes de confiance. En 2016, il milite auprès d'Étienne Tshisekedi au sein de la coalition Rassemblement, puis en 2018 aux côtés de Félix Tshisekedi, lorsqu'il prend la présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, à la suite du décès de son père Étienne. Le contrat de confiance est renouvelé lorsqu'à la faveur de la présidentielle 2018, Félix Tshisekedi porte son choix sur Vidi Chimanga comme étant son porte-parole pour la campagne électorale. Naturellement, une fois devenu président, Félix Tshisekedi nomme son ami à ses côtés au poste de conseiller spécial chargé des questions stratégiques au sein du cabinet du président de la République. Une proximité affichée et assumée qui place donc Vidi Chimanga au cœur du pouvoir. Il profite donc de sa position pour tisser un véritable réseau d'influence. C'est en tout cas ce qu'a révélé une enquête du site suisse d'information Le Temps, réalisée en partenariat avec l'Organized Crime and Corruption Reporting Project, un consortium de journalistes d'investigation. Cette investigation, basée sur des enregistrements en caméra cachée, montre des conversations entre Chimanga et 2 enquêteurs qui se faisaient passer pour des investisseurs dans le secteur minier.
Dans les enregistrements incriminés, Vidi Chimanga se vante de sa proximité avec le président Félix Tshisekedi. Il affirme avoir participé au financement de sa campagne électorale en 2018. Il va jusqu'à affirmer que lui, c'est le président et qu'il lui suffit de demander quelque chose au président pour l'obtenir. You will invest your 200 million, your 200 million are yours. You have to make profits. We will share the shares, huh? The shares of the company. Not because I have a nice face or no, just because what I will come with is the security, the people who will be in charge of that company. They will come with some guarantees, and there will be your guarantee in DRC, if I can say it like that. And my work will be to protect your investment in DRC. Make it sure that you don't lose it. Make it sure that you will not be bribed every month or every week. Make it sure that when the profits are coming, we will not block it in the central bank. Make it sure that when you will need a license, you will have the license in the good time, not waiting that the minister will ask you to pay another 2 million to have your license. No, you will have your license in the delay, the timing. So this is the work we will do. Vidi Chimanga ne sait pas qu'il est piégé. La publication crée un énorme scandale dans le pays. Vidi Chimanga est poussé à la démission et une suite judiciaire est donnée à l'affaire. Vidi Chimanga a passé sa première nuit à la prison centrale de Makala. L'ex-conseiller du chef de l'État en charge des questions stratégiques a été conduit mercredi dans cette maison carcérale après son audition par le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa. Il est dans la foulée placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Kinshasa, accusé de corruption passive, de trafic d'influence et d'offense au chef de l'État. Pour le procureur Raymond Kalonda, les preuves sont irréfutables et cette affaire illustre les failles de gouvernance au sommet de l'État. Devant la gravité de l'affaire et surtout face aux arguments de l'accusation, la défense de Vidi Chimanga décide de s'attaquer à des éléments de forme. Elle affirme que les faits reprochés à leurs clients ont été commis à l'étranger. Par conséquent, elle soulève le déclinatoire de compétences du tribunal saisi. Le parquet s'est référé à sa hiérarchie pour balancer un réquisitoire vide de contenu. Vous êtes un tribunal de droit écrit. La Constitution de la République vous recommande de vous soumettre à la loi et à votre intime conviction finie. Vous n'avez pas une... Votre hiérarchie, c'est Dieu. Contrairement au parquet, qui a une hiérarchie qu'on appelle hiérarchie, je ne sais pas, on ne l'a jamais identifié. Si ça s'appelle ce monsieur-là, hiérarchie, c'est une dame, c'est un homme, je ne sais même pas. Toujours la hiérarchie a dit. La hiérarchie, vous n'allez pas suivre ça, madame le président. Vous allez procéder à l'acquittement pur et simple de notre client et le renvoyer de toute fin de poursuite et sans frais. Au final, le procès va virer court. Alors que le ministère public requérait 3 ans de servitude pénale, contre toute attente et contre l'avis du parquet, le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe décide d'acquitter l'ancien conseiller spécial de Félix Tshisekedi. Notons au passage que même si les avocats de Vidi Chimanga ont dénoncé un acharnement contre l'accusé et plaidé pour son acquittement, ils n'ont jamais remis en cause l'authenticité des enregistrements. Une fois encore, des interrogations ont été émises sur l'indépendance de la justice sous l'ère Tshisekedi. Lui également affirme travailler pour Félix Tshisekedi. Taylor Lubanga est professeur de droit à l'université de Kinshasa et fait partie du cabinet du président de la République en qualité de chargé de mission. Une position qu'il utilise pour orchestrer un véritable trafic d'influence au cœur de l'appareil d'État. C'est lui qui est l'un des cerveaux du hold-up d'Afriland First Bank Sidi, avec d'autres proches du président aussi véreux que lui, à l'instar de Malangou Kabedi, gouverneur de la Banque centrale du Congo,
Fortuna Bisselele, conseiller privé de Félix Tshisekedi, et de Patrick Kafindo, ancien directeur général adjoint d'Afriland First Bank CIDI. Ils ont orchestré une mafia pour faire main basse sur les institutions financières du pays, une stratégie qui a été mise en place depuis le niveau réglementaire, avec une nouvelle loi bancaire qui exempte la Banque centrale du Congo du principe du contradictoire. Elle peut donc dorénavant contrôler les banques et émettre des rapports de contrôle et prendre des décisions de mise en liquidation ou de mise sous administration provisoire sans que les banques concernées sur les faits reprochés n'aient la possibilité de se défendre. Un autre dossier en justice, c'est celui qui oppose la holding bancaire actionnaire de référence d'Afriland First Bank à la Banque centrale du Congo devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. L'affaire consiste à la requête d'annulation de la décision portant sur la désignation par la Banque centrale du Congo d'un administrateur provisoire à la tête d'Afriland First Bank. Ainsi, le régime Tshisekedi a concocté sur mesure une loi qui viole allègrement le droit de défense, prévu dans presque toutes les constitutions du monde. L'une des victimes de cette stratégie est Afriland First Bank CIDI. En plus de ces micmacs réglementaires, Taylor Lubanga a pris part à des entraves et obstructions à la justice, visant à évincer les actionnaires et les administrateurs de la banque. Illustration, l'emprisonnement du juge Ondimba OCP Jean Robert et du greffier Benanga Ikolia en avril 2022. Le juge a été emprisonné pendant 3 jours pour avoir dit le droit en âme et conscience, en nommant des administrateurs ad hoc à Afriland First Bank CIDI, dans le respect du choix du conseil d'administration, choix dûment acté par la BCC. Dans ce dossier, la ministre de la Justice a été humiliée. Animée par un esprit de justice pour son pays, Mutombo Kieserose a enjoint la Banque centrale du Congo à poser les actes requis pour le bon fonctionnement de la First Bank CIDI en droite ligne des résolutions prises par le conseil d'administration. Comme réponse, la ministre de la Justice a été déclarée incompétente. Au lieu de rétablir la gouvernance de l'entreprise, la Banque centrale du Congo, assistée par le chargé de mission à la présidence, a continué de poser les actes qui ont aggravé la confusion, au point de conduire à l'administration provisoire. Face à de tels abus et obstructions, les actionnaires se sont tournés vers le chef de l'État. Ils lui ont adressé de nombreuses correspondances contenant des preuves des malversations opérées à Afriland First Bank CIDI, des preuves administrativo-politico-judiciaires de collusion judiciaire, impliquant entre autres Taylor Lubanga. Ces correspondances sont toutes restées lettres mortes. Devant cet abus, Afriland First Group, la maison mère d'Afriland CIDI, décide de lancer un arbitrage devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Une procédure qui met en lumière un autre scandale, celui d'un prêt de 20 millions de dollars octroyé en 2020 à une société réputée appartenir à des proches du pouvoir congolais qui n'aurait jamais été remboursé. C'est cette affaire qu'on a appelée au Congo l'affaire de la mine de Nanga. Le prêt en question remonte à 2020 et avait été concédé en 2020 à Amirak Mining. Il devait permettre de financer le rachat par cette société congolaise de plusieurs titres miniers dans la province orientale de l'Ituri. Ces titres ont effectivement été achetés et détenus par Pianeta Mining, une entité fondée en 2017 par plusieurs personnalités. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante Corneille Nangaa, l'ex-ministre de la Recherche scientifique José Panda Kabangu et l'homme d'affaires français Pascal Beveradji. Problème, ces derniers accusent Amirak Mining de n'avoir jamais honoré le versement des 20 millions de dollars alors que ce montant a été décaissé par la banque. Le conseil spécial, l'ancien conseil spécial, M. François Bayrou, nous a interrogés. Pour moi, quand on nous a convoqués au Conseil national de sécurité, CNS, évidemment, quand on vous convoque dans de tels endroits, il faut prier que tu en sortes. 3 jours d'interrogatoire. Pour moi, j'avais dit Alléluia. C'était l'occasion. Pour démontrer que non, ils ont menti en disant qu'ils avaient fait les montages
au motif qu'ils voulaient me désintéresser et qu'ils m'ont payé 10 millions de dollars. 2, c'était l'occasion pour qu'on sache qui sont derrière. Nous avons été interrogés nous-mêmes. Le ministre Guy Luando a été interrogé. Le ministre Panda a été interrogé. Moi-même, j'ai été interrogé. J'ai exigé que je sois interrogé à côté de mon ami, mon allié, qui commençait à penser, à croire que non, moi, j'avais pris les 10 millions. Et c'est ce qui a été fait. Mais curieusement, on apprendra les jours suivants où on a exigé que M. Bissell soit attendu. On apprendra qu'il a pris l'avion cargo pour le Rwanda. Bien entendu, j'étais entré en colère. Et j'ai demandé au président de la République que nous, on a été entendus, il faut qu'il le soit. Et le président de la République me dira, non, il paraît que M. Nanga, vous êtes en train de dire que c'est moi-même qui ai dit, oui, effectivement, parce que ce sont vos conseillers qui ont exproprié cette mine, et vous connaissez les dossiers, on cite le nom de Maman Denise, mais vous laissez faire. Donc, pour moi, je considère que le responsable, c'est lui. Et aujourd'hui, c'est sa famille qui est sur le site. On dirait quoi? C'est avec sa bénédiction. Je dénonce, c'est ma mine, c'est une propriété privée, mais expropriée par la famille présidentielle. Dans la foulée, Corneille Nangaa affirme détenir toutes les informations sur les personnes qui ont réellement détourné les 20 millions de dollars en question. Et à la question de savoir s'il compte saisir la justice à ce propos, il répond: comment je peux engager une procédure lorsque nous savons que non, ce sont les puissants qui sont là et qui ont mis tel ou tel magistrat? Le moment viendra, nous allons engager la procédure, et surtout une procédure internationale. Pour Corneille Nangaa, c'est un système népotique de corruption institutionnalisée qui règne au sommet de l'État. Et pire, ce système est mis en place et entretenu par le président de la République en personne, dans l'objectif de régner en maître absolu sur toutes les institutions de la République. Et dans l'immédiat, Corneille Nangaa alerte sur un risque important de fraude lors des prochaines élections prévues fin 2023. La CENI, l'architecture électorale est tribalisée. C'est-à-dire la CENI en République démocratique du Congo, la CENI organise les élections. La CENI est animée par une personnalité de la tribu du président de la République. Après la CENI, les résultats vont au niveau de la Cour constitutionnelle. Oui, la CENI, disons, la structure, la Cour constitutionnelle, son président ainsi que le procureur près de la tribu du président de la République. Celui qui gère plus ou moins, c'est le ministre de la Justice qui voit la ministre, la tribu du président de la République. Ceux qui financent les élections, c'est-à-dire le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale, tous deux de la tribu du président de la République. Ceux qui sécurisent les élections, c'est le ministre de l'Intérieur et autres. Lui aussi l'animateur de la tribu du président de la République. Les bureaux de vote sont installés dans les écoles et consorts. Le ministre de l'Enseignement, toujours de la tribu du président de la République. En République démocratique du Congo, on compte 450 ethnies. Que tout soit pris en otage par une tribu, il y a un problème. À l'heure du bilan et au moment où le président Tshisekedi sollicite un deuxième mandat, chacun peut, à la lumière des faits qui ont émaillé son premier mandat, avoir une idée claire de ce qu'est la RDC sous l'ère Tshisekedi.